Bon, on est chaud? Ah bah carrément, pour l'épisode 3 de Versailles, j'ai le sang chaud. Hein? Non, je dis que pour l'épisode 3, j'ai le sang chaud. Ouais, ok. Bon, on fait l'épisode 3 de Versailles, quoi. Hein. Bah ouais, jamais 203, mais pas jamais 302. Bon, qu'est-ce que t'as avec 300, là? Bah ta chaîne. Quoi, ma chaîne? Ah mais oui, on a dépassé les 300 abonnés sur la chaîne. C'est trop bien. Bah écoutez, je vous dis un grand merci. Ou plutôt 300. Bon, c'est bon, on a merci. compris. Mais sérieusement, merci beaucoup. Versailles, bis repetita. Bah non, ça c'est 2 fois. Quoi? Versailles, terre repetita. Quoi? Encore une vidéo sur Versailles, me direz-vous? Un autre épisode. Eh bien sur- oui, après s'être penché sur l'histoire de la ville et de son château plein de vie dans le premier épisode, puis sur ses jardins à la française et leur accent mythologique dans le deuxième opus, on remet le couvert pour un troisième et dernier volet. Et cette fois-ci, on va s'éloigner un peu de l'activité incessante et des fastes de la cour. Ouais, on va aller chercher un peu de tranquillité. Voyez-vous, à un moment, Louis XIV en a eu un peu marre de tout le temps être au château, de devoir écouter ses courtisans, de suivre l'étiquette 24 heures sur 24. Puis bon, les jardins à la française, ça va bien 5 minutes quoi, hein, mais... il a besoin d'un peu d'air. C'est pourquoi, à la fin du XVIIe siècle, il décide de faire aménager à proximité de Versailles un tout nouveau domaine à la place d'un ancien village dont il prend l'appellation, Trianon. Réservé à l'intimité de la famille royale, le domaine de Trianon se voit d'abord doté en 1670 d'un simple petit château commandé par Louis XIV, le Trianon de Porcelaine. Quand je dis réservé à l'intimité de la famille royale, en fait je veux dire que c'est là que le roi s'isolait pour baiser avec sa maîtresse. Désolé, censuré. Hein, sérieux, ça passe pas ça? Ah non. Ah donc il y a des trucs que j'ai pas le droit de dire? Bah ouais. Ah bon? Bon ben, disons que c'est au Trianon de Porcelaine que Louis XIV consumait ses amours avec sa favorite Madame de Montespan. C'est bon là? Nickel. En 1687, le Trianon de Porcelaine est remplacé par un nouveau château, le Trianon de Marbre, plus connu sous le nom de Grand Trianon. Accueillant occasionnellement de grandes fêtes et de fabuleux spectacles, celui-ci n'en reste pourtant pas moins intime que le précédent logement. En effet, Louis XIV y accueille sa famille, ainsi que des hommes et des femmes de son choix pour l'accompagner dans ses instants de tranquillité. Retiens-toi. 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 Quelques années plus tard, Louis XV tombe sous le charme du petit coin de paradis qu'est le domaine privé de la famille royale. Passionné de botanique, il lance ainsi vers le milieu du XVIIIe siècle de grands travaux d'aménagement des jardins aux environs du Grand Trianon. Cependant, au fil du temps, Louis commence à se sentir un peu à l'étroit dans son paradis. Certes, son épouse Marie Leczinska loge de son côté au Grand Trianon durant les beaux jours, mais le souverain a besoin d'encore plus d'intimité. C'est pourquoi il décide de lancer la construction d'un tout nouveau château au milieu des jardins qu'il aime tant, afin de pouvoir y passer de bons moments avec sa maîtresse Madame de Pompadour. Malheureusement, coup du sort, la favorite du roi meurt le 15 avril 1764, bien avant l'achèvement du Petit Trianon 4 ans plus tard. Qu'à cela ne tienne, le roi change son fusil d'épaule et s'y rend régulièrement avec sa nouvelle maîtresse Madame du Barry, à qui le changement de situation n'a certainement pas dû déplaire. Cependant, en 1774, Louis XV est emporté par la petite Vérole, laissant alors son jeune petit-fils Louis XVI monter sur le trône. Celui-ci offre alors le Petit Trianon à son épouse, éclipsant par la même occasion Madame du Barry, à qui le changement de situation n'a certainement pas dû plaire. Dès lors, débute l'ère de Marie-Antoinette. Éperdument amoureuse du Petit Trianon, où elle passe une bonne partie de son temps, elle s'approprie les lieux avec grand plaisir et lance des travaux qui transforment véritablement et profondément le domaine. L'un des accomplissements majeurs de Marie-Antoinette est le théâtre de la Reine. Avant la construction de celui-ci, elle était contrainte de faire installer de manière provisoire un décor et une scène dans le Grand Trianon ou dans l'Orangerie. En 1778, elle commence à en avoir un peu marre, et ordonne la construction d'un théâtre personnel digne de ce nom. Parce que bon, c'est la reine quand même, c'est la moindre des choses. Achevé en 1780 et doté d'une machinerie de haute qualité, le théâtre de Marie-Antoinette était utilisé pour des représentations d'artistes professionnels auxquelles pouvaient assister jusqu'à 250 personnes, mais également par la reine elle-même qui adorait jouer la comédie en famille et entre amis. Ah, c'est sympa. Ouais, bon, elle adorait jouer la comédie, mais pas indéfiniment non plus, hein, et elle délaisse donc son si beau théâtre à partir de 1785, 5 ans seulement après son inauguration. Mais pas de souci, puisqu'il lui reste son magnifique jardin anglais.
qui a totalement remplacé le précieux jardin botanique de Louis XV. Bah ouais, c'est sympa un jardin botanique, hein, mais c'est saut 1760 quoi. Donc la reine a décidé de refaire passer les jardins du Trianon dans l'air du temps. D'où le style anglo-chinois. Au fait, c'est quoi le style anglo-chinois? Les jardins anglo-chinois sont pensés comme des opposés des jardins à la française. On ne cherche pas à dompter la nature pour la rendre symétrique et proportionnée, mais on tente plutôt d'imiter son côté sauvage. Dès lors, dans le jardin du Petit Trianon, en parcourant les chemins de promenade, suivant le tracé des collines artificielles, on se retrouve plongé en pleine campagne. Garni d'arbres, de buissons, de haies et de pelouses, le décor végétal est uniquement perturbé par deux édifices. Le Temple de l'Amour, construit en 1778, et le Belvédère, inauguré 3 ans plus tard. Néanmoins, malgré la présence de ces œuvres architecturales plutôt agréables à l'œil, l'attraction phare du jardin était légèrement plus rustique et controversée. En effet, la présence d'une grotte factice dont l'entrée est protégée par un treillage de bois et dont l'intérieur est plongé dans la pénombre, uniquement dotée d'une banquette imitant un rocher couvert de mousse, n'a pas manqué d'alimenter les rumeurs les plus sordides quant aux activités de la reine. Cependant, il n'en était rien, puisqu'il ne s'agissait que d'un simple élément de décoration sans utilité particulière. Ou c'est ce qu'on veut nous faire croire? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce jardin champêtre, bucolique et irrégulier est le fruit d'une franche volonté de Marie-Antoinette de contraster avec la symétrie et l'ordre des jardins de Versailles, faisant ainsi du Petit Trianon une véritable bulle de ruralité à proximité du château royal. Ah ouais, mais la reine c'était une campagnarde dans l'âme en fait. Alors, dans l'âme, je sais pas, mais dans les actes, oui. Et pour preuve, elle ne s'est pas arrêtée là. En 1783, Marie-Antoinette demande à son architecte d'étendre le jardin du Petit Trianon. Pendant 3 ans, les travaux battent leur plein, et en 1786, le domaine voit s'achever l'aménagement d'un nouveau lac autour duquel a été bâti un petit village. Le hameau de la Reine était né. En arrivant sur les lieux, on croit immédiatement débarquer dans un parc d'attractions à thème. En effet, la dizaine de bâtiments jonchant les rives du bassin artificiel constitue un décor campagnard et rustique comme figé dans le temps. Pour cause, l'architecture cauchoise de ces fabriques, inspirée des maisons du pays de Caux, une région naturelle normande, nous donne presque l'illusion de nous retrouver en plein cœur d'un tableau naturaliste de la fin des temps modernes. Dans la partie centrale du village, on retrouve les bâtiments dédiés à la reine. Le boudoir, orné de marbre blanc, de parquets et de miroirs, où Marie-Antoinette recevait de rares invités. Le réchauffoir, qui faisait office de cuisine avec four à pain, cheminée à broche rotative, citerne, potager et robot moulinex. Et la maison de la reine. Cette dernière, comportant 2 fabriques reliées par une galerie, l'une pour loger et l'autre pour jouer au billard, est sans surprise la construction la plus conséquente du hameau. Un peu plus loin, trônant fièrement au pied du lac, le moulin charme les curieux, impatients de le voir en pleine action. Néanmoins, il serait bien compliqué d'y moudre le moindre grain, puisque cet édifice n'est en réalité qu'un élément décoratif. Pire encore, l'aspect dégradé et écaillé du bâtiment et de ses murs couverts de mousse est en fait un trompe-l'œil. Et oui, à l'image de tous les bâtiments du hameau de la Reine, toute apparence est artificielle, dont l'unique but de donner aux visiteurs l'illusion du réel. Les autres fabriques, quant à elles, contrairement aux moulins et malgré leur apparence trompeuse, avaient bel et bien une utilité, étant consacrées à des activités agricoles ou à l'hébergement. Ainsi, on peut observer la maison du garde, abritant l'homme veillant à la sécurité de la reine, le colombier, la grange, la laiterie de préparation et la laiterie de propreté, qui permettait à la reine et à ses invités de déguster crème, fromage blanc, beurre et autres produits laitiers de qualité, la tour de Malbro, abritant du matériel de pêche et nommée ainsi en référence à une célèbre chanson de l'époque que chantait souvent la nourrice du dauphin, Madame Poitrine, ça s'invente pas, et la ferme, bien plus en retrait, comportant une étable, une porcherie, une bergerie et un poulailler. C'était quoi la chanson? Hein? Bah la chanson de la tour, c'était quoi? Ah, c'est une chanson de guerre qui parle de la mort d'un général anglais. Ouais d'accord, mais concrètement c'était quoi? Ça sonnait comment? Vraiment. Oh oui. Malbros s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine, Malbros s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Satisfait? Ah oui, totalement. Tant mieux. Finalement, au fil du temps, Marie-Antoinette a fait du Petit Trianon un véritable contre-pied au château de Versailles, dans lequel, contrairement à la rumeur selon laquelle elle venait y jouer à la fermière, elle pouvait se promener, recevoir de la famille et des amis, mais également éduquer ses enfants, loin des formalités, des cérémonies et de la cohue de la cour royale.
Et quand on vagabonde à notre tour dans ce décor enchanteur et que l'on profite de cette atmosphère paisible, dépaysante et reposante, on comprend pourquoi. Et voilà, c'est la fin de ce 3e épisode qui marque la fin de notre série de vidéos à la découverte de Versailles. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en likant la vidéo, en laissant un commentaire, en la partageant à vos amis et en vous abonnant si c'est pas encore fait. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune actu. En attendant, nous, on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator. À plus tard.